Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Renaud, bonjour Jean-Philippe. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Maxime. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat pour être sûr que vous nous entendez bien? Et si oui, on pourra commencer le webinar. Ok, parfait. Super. Eh ben écoutez, bienvenue dans ce webinar du coup sur le pacte d'actionnaires et le changement de génération dans les entreprises. Je vais rapidement vous présenter la plateforme Livestorm, les intervenants, notre étude et puis après je laisserai la parole du coup aux experts. Alors, un mot sur DSM. Donc, on est une étude d'avocats d'affaires indépendante et full service composée de 35 personnes, dont 20 avocats. Concernant Livestorm, la plateforme sur laquelle vous êtes, comme vous pouvez le voir, vous avez un onglet chat et un onglet questions. L'onglet chat, c'est pour échanger entre les participants. Et l'onglet questions vous permettra de poser vos questions et on les traitera du coup lors de la session de Q&A à la fin. En ce qui concerne du coup les intervenants, donc il y a Maître Renaud Le Squaren, qui est associé du département Corporate M&A de DSM et qui bénéficie d'une expérience de plus de 15 ans en droit des sociétés. Et il y a également Jean-Philippe François, qui est counsel et qui intervient en droit des sociétés, M&A ainsi qu'en droit commercial et des affaires depuis plus de 10 ans. Voilà, un dernier point, c'est ceux qui veulent une attestation de participation. Je vous mettrai mon adresse email dans le chat. Il faudra juste me faire un petit email et puis je vous l'enverrai dans les prochains jours. Voilà, je vous souhaite donc à toutes et à tous un très bon webinar. Bonjour à tous, merci pour votre participation. On est très content de vous avoir, on est très content d'avoir autant de monde une nouvelle fois. Donc la saison après l'été reprend. La thématique aujourd'hui, c'est le pacte d'actionnaires et le changement de génération en entreprise. Alors, c'est pas une thématique qui est prise au hasard. Il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de présentations qui historiquement se font autour du pacte d'actionnaires. On a voulu aujourd'hui mettre un peu l'accent sur la situation particulière du transfert d'entreprise qui va nécessiter un certain nombre de choses précises et d'autres éléments du pacte, pour le coup, deviennent inutiles parce que l'idée d'une transmission d'entreprise, elle peut être construite de différentes manières, mais disons que c'est un moment particulier qui nécessite justement, dans un certain nombre d'hypothèses, une cohabitation entre les associés ou les dirigeants existants et ceux qui derrière sont censés ou envisagent de reprendre l'actionnariat, la direction de l'entreprise. Donc l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'expliquer les particularités qui peuvent exister dans cette situation spécifique. Et donc, le pacte d'actionnaires est un des éléments qui peuvent être utiles, un des éléments juridiques, bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais au niveau juridique, c'est un des éléments qui peuvent faciliter et la discussion en amont par rapport aux intentions des uns et des autres, et la période de cohabitation pour aboutir à une transmission qui se fasse dans les meilleures conditions possibles de l'entreprise. Donc, voici la table des matières. Jean-Philippe fera l'introduction, expliquera ce qu'est un pacte d'actionnaires. On analysera les avantages et les inconvénients du pacte, le rapport du pacte par rapport aux statuts qui, eux, sont publics, le pacte étant un contrat privé. Et ensuite, la réflexion en amont qui doit être menée tant par les vendeurs que par les acheteurs pour déterminer les objectifs des uns et des autres. La notion d'accord de confidentialité qui est extrêmement importante dans ce type d'opération. Ensuite, on abordera la négociation du pacte d'actionnaires avec une présentation des différentes clauses qui sont utiles et ensuite des clauses qui sont particulièrement importantes dans le contexte d'une transmission d'entreprise, les sanctions en cas de non-respect des dispositions. Et on finira par une séance de Q&A. Si vous avez des questions pendant que nous on parle, on n'y répondra pas nécessairement tout de suite, mais mettez-les dans le chat et on en parlera et on essaiera de toutes les traiter à la fin du webinaire. Donc l'idée, c'est que ce webinaire dure à peu près 1 heure. Merci Renaud. Donc bonjour à toutes et à tous. Juste une petite précision pour les questions, mettez-les plutôt dans l'onglet questions qui est juste à côté du chat parce que le chat sert à autre chose. Donc, on va commencer par une petite introduction et une définition du pacte d'actionnaires qui est un pacte extra-statutaire. Donc, c'est une partie où tous les actionnaires d'une société concluent en dehors des statuts des conventions appelées pactes d'actionnaires par lesquelles ils cherchent à organiser généralement pour une longue durée le contrôle et la gestion de la société et la composition de son capital. À première vue, on pourrait considérer que ce pacte d'actionnaires
est similaire au statut, puisque dans les statuts de société de capitaux, on va retrouver ces données-là. Alors, vous allez me poser la question, est-ce qu'il y a un intérêt de procéder à la mise en place d'un pacte? Oui. Pourquoi? Avant tout, et on verra, il y a d'autres avantages, la confidentialité, le caractère privé du pacte d'actionnaires à la différence des statuts. Comme vous le savez, pour des sociétés de capitaux classiques, style SA, SARL, les statuts sont intégralement déposés au RCS et respectivement publiés au RESA. Donc, il y a un caractère public et une opposabilité corrélative au tiers, alors que le pacte d'actionnaires va rester dans une sphère privée avec une inopposabilité à l'égard du tiers. On peut apporter un petit bémol sur l'inopposabilité à l'égard des tiers, notamment la théorie de la tierce complicité. Donc, un tiers peut engager potentiellement sa responsabilité pour tierce complicité lorsqu'il participe à l'inexécution, contractuelle fautive d'une partie, alors qu'il connaissait ou doit connaître l'obligation de cette partie. Alors, le pacte, comme tout contrat, va être gouverné par les règles de droit commun, consentement, capacité, objet, cause, vice du consentement s'appliquera comme le dol, erreur, violence, etc. Le pacte tient lieu de loi entre actionnaires qui ont participé. Il doit naturellement respecter les lois et règles d'ordre public, les stipulations impératives des statuts, ainsi que l'intérêt social de la société. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que dans le cas d'une transmission d'entreprise, il y a nécessité ou une obligation, ou en tous les cas, est-ce qu'il est recommandé de conclure un pacte d'actionnaires? La réponse va être encore positive. Pourquoi? On va prendre un exemple. Un fondateur d'une société, l'âge avançant, souhaite revendre sa participation dans la dite société pour un nouveau challenge ou pour tout simplement profiter de la vie. Nous le verrons par la suite, qui sera développé par Renault. Il peut faire une vente sèche ou une vente par étape avec un système de cohabitation. Et là, il va, de surcroît, dans la dernière hypothèse, souhaiter pouvoir régler toutes les questions qui vont lier à la gouvernance, aux cessions des actions ou de parts sociales, aux dividendes, etc., etc. Donc, il va avoir une utilité à mettre des clauses spécifiques qui ne figurent pas forcément dans les statuts. Nous pouvons passer maintenant, on a fait un petit tableau sur le slide suivant, des avantages et inconvénients du pacte d'actionnaires. Alors, on essaye d'être juste. On a voulu faire une présentation comme un bilan et donc l'équilibrer, puisque, à mon sens, il y a beaucoup plus d'avantages d'avoir un pacte que d'inconvénients. Donc, les avantages, limitation de l'accord à certains actionnaires ou associés, le caractère complexe des obligations respectives qu'on peut inclure dedans, alors que ça va être particulièrement délicat, voire difficile de les inclure dans les statuts, la souplesse, bien entendu, comme on l'a évoqué, la discrétion, la durée limitée du pacte, il peut être également à durée illimitée, mais par principe, il est plutôt à durée limitée, et les sanctions particulières, comme l'insertion de clauses pénales. Alors, les inconvénients. Bon, exécution forcée ne concerne pas forcément toutes les clauses, dont acte. Il y a un contentieux un peu plus important en matière de pacte d'actionnaires qu'en matière d'application au niveau statutaire. Ça, OK. Et on a vu l'inopposabilité à l'égard des actionnaires et aux tiers qui ne sont non signataires. Mais surtout, les deux plus gros inconvénients, pourront-on dire, c'est le coût financier, le cas échéant, qui est supérieur à des statuts, et le temps de la rédaction, puisqu'il va falloir réfléchir par rapport à l'activité de la société, aux clauses à mettre. Donc, d'ailleurs, il est fortement recommandé de faire appel à un conseil pour la rédaction d'un pacte. Maintenant, on va voir très rapidement les rapports entre pacte d'actionnaires et les statuts. Alors, il est toujours conseillé de prévoir, lors de la signature d'un pacte d'actionnaires, de procéder à une modification statutaire afin de refléter certaines dispositions du pacte, éviter tout conflit entre ces deux documents. Pour être totalement impartial, on a repris des jurisprudences qui sont à la fois en faveur du pacte et à la fois en défaveur du pacte. Alors, la première, c'est quid du principe d'interprétation des parties. Ici, les juges, dans un arrêt de la Cour de cassation française de 1994, ont estimé que, en cas de contradiction entre des dispositions statutaires et des dispositions du pacte d'actionnaires, les statuts pouvaient prévaloir sur le pacte. Mais c'était un cas très particulier. Ils ont surtout analysé le principe et la volonté des parties.
Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que l'affaire était assez complexe. Alors, l'exclusion d'un associé est clause de bad liver. Comme vous le savez, par principe, sauf exception, l'exclusion d'un associé ou d'un actionnaire est illicite. Souvent, dans le pacte, on va mettre une clause de bad liver. Donc, si on ne respecte pas certaines conditions, on va être considéré comme bad liver. Et corrélativement, il va y avoir, pour l'actionnaire qui va être considéré comme bad liver, une promesse unilatérale de vente au profit d'un autre actionnaire ou de plusieurs autres actionnaires. Ici, donc, l'un des actionnaires avait été considéré comme bad liver. Il avait l'obligation de vendre les actions qu'il détenait de la société. Il a refusé de vendre. Donc, le juge a tranché en disant non, il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion, donc illicite par principe, mais bien de l'application d'une promesse unilatérale de vente. Donc, grosso modo, grâce au mécanisme de ces deux clauses, on arrive à pouvoir exclure potentiellement un actionnaire ou un associé d'une société. Alors, là, c'est un arrêt aussi qui est un peu en défaveur du pacte d'actionnaires. C'est un arrêt de la Cour de cassation française du 5 juin 2019. Il existait donc un pacte qui a été signé au préalable d'une modification des statuts. Et dans le cadre du management de la société, le pacte prévoyait une majorité qualifiée et dans le cadre des statuts modifiés ultérieurement, une majorité simple. Cependant, le pacte prévoyait également que les parties convenaient d'appliquer les lois en vigueur, les dispositions du pacte, mais surtout les stipulations des statuts et les modifications ultérieures touchant à la conduite des affaires de la société. Donc, la personne a été révoquée, mais à la majorité simple. Donc, on a demandé la nullité de cette révocation. Et les juges ont considéré que comme dans le cadre du pacte et dans le cadre d'une clause spécifique, les parties s'étaient engagées, là, il y avait la signature de l'ensemble des actionnaires, de se conformer aux modifications ultérieures des statuts. Donc, implicitement, il y avait une modification du pacte d'actionnaires. Donc, c'est pour ça que vous voyez, la rédaction des clauses sont très importantes, parce que si on avait mis une clause différente en disant qu'en cas de contrariété entre des dispositions statutaires et le pacte, c'est le pacte qui prévaut, peut-être que la position de la Cour de cassation française aurait été différente. Donc, voilà un peu pour le rapport du pacte. Après, bien entendu, il faudra identifier, mais Renaud reviendra sur cette partie-là, lors de l'établissement du pacte, quelles clauses on doit mettre, quelles clauses on met dans les statuts et quelles clauses on va mettre essentiellement dans le pacte. Mais avant tout, il faut réfléchir en amont avant de dire, voilà, je vais commencer la rédaction d'un pacte, et il faut distinguer plusieurs hypothèses. Dans quel cas on se situe? Est-ce qu'on va se situer dans une transmission à des tiers, donc avec un degré de connaissance très limité, voire inexistant de la cible, ou dans le cadre d'un management buyout? Alors, management buyout, c'est la désignation de l'achat d'une société par l'équipe dirigeante en place ou par une toute ou partie des salariés. Souvent, on le voit dans l'absence d'une continuité familiale où, par exemple, un fondateur, il n'a pas d'enfants ou ses enfants ne veulent pas reprendre la société ou l'entreprise en question. Alors là, bien entendu, vu que l'équipe ou les salariés connaissent l'entreprise, ça va constituer un avantage certain à l'endroit donc du cédant. Bien sûr, les intérêts vont être différents si on se place du côté de l'acheteur ou du côté du vendeur, comme dans toute vente. Vous achetez un immeuble, si vous êtes acheteur, vous n'allez peut-être pas avoir les mêmes obligations que le vendeur, etc., ou les mêmes exigences. Par la suite, il y a des étapes préalables qui s'appliquent tant du côté du vendeur que du côté de l'acheteur. Donc, c'est notre slide suivant. Donc, déjà, il faut connaître un petit peu l'actif essentiel de la société ou de l'entreprise qui est visée. Et bien sûr, cela va varier en fonction de l'activité de la société. Par exemple, le savoir-faire, le personnel, l'actif immatériel, style brevet, marque, l'actif matériel, si on est en matière d'industrie avec des machines d'une certaine valeur, les contrats, si on est dans le cadre d'une société de prestation de services, les réseaux de distribution, etc. Il faut également rechercher, il est conseillé en tous les cas de rechercher rapidement les précédents de votre partenaire potentiel ou de vos partenaires potentiels. Si
on voit que ces partenaires ne sont pas forcément des gens fiables ou qu'ils ont eu plusieurs deals qui ont capoté, peut-être qu'il faut s'arrêter dès à présent à cette étape-là. Après, bien sûr, il faut limiter et déterminer les points qui vont être non négociables avec consolider le périmètre de vente, le processus, etc., etc. Ce qu'on appelle les limites et les no-go. Par la suite, bien entendu, une société est vivante. Elle va avoir des contrats, elle va avoir différents documents. Donc, une due diligence légale qui va appliquer, bien sûr, sur l'aspect droit des sociétés, sur l'aspect contractuel, sur l'aspect social, technique, comptable et fiscale, va être nécessaire. C'est un exercice qui est utile pour les deux parties, donc pour l'acquéreur et pour le vendeur. Et bien sûr, les risques vont varier selon le type d'activité et de la cible. À ce titre, on peut conseiller d'avoir chacun son propre conseil et pas forcément prendre le conseil de votre partenaire. Et le choix du conseil est primordial puisqu'il faut le choisir en fonction des matières. Par exemple, si c'est plutôt du fiscal, donc prendre quelqu'un qui a l'expérience et comprend et le langage, si les documents sont en allemand, si c'est des contrats de distribution, si vérifier également, par exemple, s'il y a des autorisations, etc., etc. Et la due diligence va permettre d'avoir conscience, bien entendu, de l'actif, mais va aussi avoir conscience du passif. Par exemple, si vous avez des baux qui viennent à expiration, si vous avez des contrats, des brevets qui viennent également à expiration, qu'il faut les renouveler, parce que ça peut avoir aussi un impact financier pour la continuité de la société par la suite. Nous pouvons passer au slide suivant. Alors, là, bien entendu, on est dans la phase où on commence à se regarder, on essaie de discuter. Et qu'est-ce qu'il faut penser? On recommande fortement de signer un accord de confidentialité. Alors, quand? En un mot, bien entendu, tout échange d'informations stratégiques. Et lorsqu'on a signé un accord de confidentialité, c'est une obligation de résultat par principe. Il faut bien sûr circonscrire le périmètre de l'obligation de confidentialité, donc ce qu'on veut qui reste confidentiel et ce qu'on veut qui n'est pas confidentiel. Et ce qui est aussi très important, c'est identifier les acteurs autorisés à recevoir, communiquer et transmettre les données. Pourquoi? En effet, la confidentialité ne va pas se limiter aux seuls signataires de l'accord. En pratique, il est inévitable, lorsque vous allez vendre votre société, la transmettre, de passer par la divulgation à des tiers, à certains professionnels, votre avocat, votre expert comptable ou d'autres partenaires. Donc, il faut clairement s'accorder entre les parties pour étendre l'engagement de confidentialité à ces personnes accessoires à l'opération. Pour quelle durée? Vous allez me dire, quel est l'intérêt de parler de ce point-là? Quand il y a un échec des négociations, il est important de prévoir un certain délai pendant lequel les parties resteront liées à cet engagement de confidentialité pour éviter que dès le lendemain, on n'est pas d'accord, que ce soit d'un commun accord ou la personne se retire des négociations, que des documents puissent être dévoilés. Quelles sanctions en cas de violation? Bien sûr, on peut inclure une clause pénale, des dommages et intérêts. Et à ce titre, je vous renvoie également à une directive du 8 juin 2016 qui a été transposée en droit luxembourgeois le 26 juin 2019, qui a trait au secret d'affaires et qui a introduit certaines procédures au niveau du tribunal, du président du tribunal d'arrondissement en cas pour interdire, pour la cessation, l'interdiction, l'utilisation ou la divulgation de certaines informations. Donc voilà, mais cet accord de confidentialité est quelque chose d'essentiel à notre sens avant de commencer la rédaction à proprement parler du pacte. Donc, je vais laisser la parole à Renaud, qui va vous parler de la négociation du pacte d'actionnaires, un contrat sur mesure. Alors, là, on va rentrer plus dans le détail de la situation particulière qui nous intéresse, à savoir le transfert d'une entreprise. Comme l'a dit Jean-Philippe à l'instant, il y a une réflexion en amont qui doit être menée de la part des vendeurs. Ils doivent réfléchir à ce qui vaut de l'argent dans leur entreprise, quel est leur objectif, qu'est-ce qu'ils entendent faire de la clientèle, comment ils veulent organiser le transfert de cette clientèle, comment ils veulent organiser le transfert de la direction, mais aussi le transfert de tout ce qui est immatériel dans l'entreprise, c'est-à-dire l'esprit d'entreprise qu'ils ont voulu impulser dans l'entreprise qu'ils vont céder. Donc, comment certains sont plus ou moins attachés à ce que cet esprit d'entreprise perdure.
La notion de pacte, au moment où on va réfléchir à sa rédaction, va dépendre un peu de cette réflexion en amont. Un des points importants est de déterminer quel type de vente on va faire. Est-ce qu'on fait une vente sèche ? Et dans ce cas-là, le pacte n'aura d'intérêt que s'il y a certaines obligations qui sont différées. Encore une fois, le pacte a vocation à gérer une situation dans le temps. Donc, si vous vendez comme une vente sèche, ce que j'appelle une vente sèche dans le Code civil, à savoir un accord sur la chose et le prix, eh bien, en un instant de raison, les acheteurs deviennent propriétaires et les vendeurs disparaissent du jeu. Le pacte n'a d'intérêt que s'il y a un certain nombre d'obligations différées. Alors, ces obligations différées, même en cas de vente sèche, peuvent exister. Ça peut être le paiement d'un prix différé. On va voir ça un peu plus dans le détail dans un instant. Il peut y avoir des conditions suspensives qui peuvent être liées à différentes autorisations. Par exemple, dans certaines industries ou dans certaines entreprises de certaines tailles, il va falloir obtenir des autorisations administratives. Alors, on a écrit là les autorisations antitrust, mais par exemple, dans le monde financier, ça peut être des confirmations, des autorisations des nouveaux dirigeants par la CSSF. Il peut y avoir différents types de conditions suspensives. On verra rarement dans un pacte d'actionnaires ou dans un contrat de vente d'entreprise une autorisation liée au financement, mais bon, d'un point de vue théorique, ça peut exister, etc., etc. Donc, ça, c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est une vente avec cohabitation. Alors, la cohabitation, ça implique deux choses. Ça veut dire que d'un côté, il peut y avoir une cohabitation au niveau de l'actionnariat pendant une certaine durée dans le cadre du transfert. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir gérer les problématiques de droit de vote, les problématiques de dividendes. Il peut y avoir également une cohabitation au niveau de la direction de l'entreprise, c'est-à-dire que les anciens dirigeants vont rester pendant un certain temps pour faciliter le transfert de l'entreprise, donc tout cet esprit d'entreprise dont je parlais, mais également pour présenter la clientèle, pour s'assurer au maximum que la clientèle restera fidèle à l'entreprise malgré le changement de génération, le changement de direction. Donc, dans ce cas-là, il va falloir organiser dans le pacte une gouvernance conjointe. Donc, qu'on se situe dans l'un de ces deux, quel que soit le scénario dans lequel on se situe, le pacte va avoir tout son rôle. Alors, quel est l'objectif qu'il va falloir garder à l'esprit dans la réflexion autour de la rédaction des clauses? Conserver des obligations entre ce qu'on appelle le soft et le hard. Le soft étant tout ce qui n'est pas nécessairement contraignant, mais qui implique quand même un certain nombre d'efforts, les obligations de moyens, transférer les entreprises, faire en sorte que les éléments clés, les hommes et les femmes clés d'une entreprise restent attachés à l'entreprise, les clients, même chose, etc. Et à côté de ça, les obligations plus contraignantes qui vont être liées aux décisions dans les conseils d'assemblée, dans les conseils d'administration, dans les assemblées générales, l'obligation de détenir, de conserver la propriété des titres, etc., etc. Il va falloir ensuite identifier les clauses indispensables, on y reviendra dans un instant, et beaucoup d'autres clauses qui existent traditionnellement dans les pactes ne sont pas nécessairement utiles dans le cadre d'une transmission d'entreprise. Tout ce qu'il y a bien souvent dans les pactes d'entreprise, on va gérer des problématiques de type, et on va en parler aussi dans un instant, mais que se passe-t-il si un des actionnaires trouve un acquéreur pour 100% de l'entreprise? À ce moment-là, on va mettre des clauses de sortie obligatoires, ce qu'on appelle des dragues longues. Dans le cadre d'une transmission d'entreprise, ce ne sont pas des clauses qui sont nécessaires parce que le but des deux parties, c'est pas de vendre à un tiers, c'est d'organiser le transfert entre le vendeur et l'acheteur et personne d'autre. Alors, pour bien comprendre dans quoi on se situe, on a quand même pris un petit listing à la Prévert des clauses traditionnelles qu'on va trouver dans un pacte d'actionnaires. Alors, on les a classées par famille. Tout ça est assez connu. C'est un peu arbitraire. On peut faire des classements différents, mais disons que généralement, on va tomber sur ces 4 familles. La première, c'est la gouvernance et le fonctionnement de l'entreprise. La deuxième, c'est le transfert des titres et le capital, donc tout ce qui a trait aux actions. La troisième, c'est relative aux personnes clés. Et la quatrième sont les clauses générales, les boilerplate clauses. Alors, sur les questions de gouvernance,
il va falloir, dans le cadre du pacte d'actionnaires, donc quand on aura réfléchi à ce qu'on veut, donc je reviens sur les slides précédents, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut une cohabitation, etc., etc. Quand on aura répondu à ça, on rédigera dans le pacte des clauses qui ont trait aux organes. Est-ce qu'on a simplement, par exemple, si on est dans une société anonyme, est-ce qu'on a simplement un conseil d'administration? Mais on peut aussi imaginer toute une série de comités ad hoc qui vont aussi intervenir, des comités d'investissement, des comités de surveillance, etc., etc. Ces comités peuvent être déterminés à l'intérieur du pacte d'actionnaires. Donc, ils auront vocation à encadrer le fonctionnement du conseil d'administration. Ensuite, il y aura une question au travers de la nomination des membres de ces organes. Est-ce que les organes sont nommés par les anciens actionnaires, les nouveaux actionnaires? S'il y a des différences de pourcentage, est-ce qu'il y a des droits particuliers de nomination? Est-ce qu'un groupe d'actionnaires, les anciens, ont le droit de nommer plus d'administrateurs que les nouveaux ou inversement, etc. Ensuite, les clauses de contrôle. Qui va avoir, par exemple, ce qu'on appelle le casting vote en cas d'égalité dans un conseil d'administration. Donc, qui va avoir le vote décisif s'il y a une égalité. Est-ce qu'il y aura des organes qui vont contrôler le conseil d'administration? Est-ce qu'il y aura un contrôle financier par un tiers, etc. Les clauses de reporting. Est-ce qu'on va imposer, les nouveaux actionnaires vont imposer au conseil d'administration un reporting qui aille au-delà de ce qui est prévu par la loi? Le reporting minimum prévu par la loi, c'est l'approbation des comptes annuels ainsi qu'un certain nombre d'informations qui vont avec, mais qui sont très limitées. Bien, dans le cadre d'une transmission d'entreprise, pour assurer le suivi et avoir une roadmap qui tienne la route, on va souvent prévoir des reportings plus courts, biannuels, trimestriels. On va déterminer s'il faut faire des bilans intérimaires ou si c'est simplement des updates ou s'il faut des rapports, si ces rapports doivent être établis par le conseil d'administration ou par des tiers pour des questions d'indépendance, etc. Un point très important, les matières réservées. Les actionnaires, qui soient majoritaires ou minoritaires, vont vouloir avoir la main sur les décisions les plus importantes et donc on va déterminer dans le pacte d'actionnaires des matières réservées qui requerront des majorités supérieures à ce que prévoit la loi, parfois même l'unanimité. Dans le cadre d'un transfert d'entreprise, c'est souvent l'unanimité qui sera prévue. À l'intérieur du conseil d'administration, ça pourrait être des investissements ou des divestements, des ventes qui dépassent un certain montant. Ça va pouvoir être des prises de décision stratégiques, des changements d'orientation de l'entreprise, etc. Au sein de l'Assemblée générale, ça pourrait être des modifications statutaires, des augmentations, réductions de capital, des cessions de filiales par le conseil d'administration qui devront être préalablement validées. Ensuite, il peut y avoir des clauses de financement. Les nouveaux entrants s'engageant à apporter de la trésorerie à l'entreprise dans un certain délai, sous certaines conditions qui peuvent être remplies dans un certain, encore une fois, délai ou d'autres conditions. Donc ça, ce sont les clauses relatives à la gouvernance et au fonctionnement de l'entreprise. Le deuxième groupe de clauses traditionnelles dans le pacte sont celles relatives aux actions. Donc, transfert de titres, capital. Alors, est-ce qu'on va vouloir une clause d'agrément? Dans le cadre du transfert d'entreprise, on va mettre une clause d'agrément. Le but étant que le nouvel acheteur reste l'acheteur et que si le vendeur n'a pas tout vendu en une fois, eh bien, on s'assure qu'il ne vende pas à un tiers tout au parti. Et donc, on va bloquer un peu cette détention. On va la bloquer par cette clause d'agrément. Donc, il faudra que tout nouvel actionnaire soit agréé par les autres. On va souvent mettre une clause d'incessibilité. On va pouvoir mettre une clause de préemption, mais qui aura vocation simplement à bloquer une situation pour éviter, comme je l'ai dit, qu'un tiers rentre, puisque ce n'est pas le but de l'opération. Les droits de sortie conjoints qui permettent aux minoritaires de s'assurer qu'il vendra ses parts aux mêmes conditions que le majoritaire, ce n'est pas dans l'esprit non plus, donc on n'est pas obligé de le mettre dans notre hypothèse. Obligation de sortie conjointe, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est une clause qui permet à un actionnaire, en général majoritaire, mais pas toujours, s'il trouve un investisseur pour 100% des actions, de s'assurer que même les minoritaires vendront leurs actions. Donc, ce sont des engagements préalables de vendre les actions par l'ensemble des actionnaires. Ce n'est pas l'esprit du transfert d'entreprise, donc ce n'est pas des clauses qu'on verra nécessairement. Antidilution non plus, ce n'est pas l'esprit. Priorité d'investissement, ça n'est toujours pas l'esprit. Relution, clause de ratchet, donc qui sont des clauses qui sont censées, ça c'est vraiment des clauses pour des investissements
des investisseurs qui mettent de l'argent dans une entreprise sur une certaine valorisation et qui veulent s'assurer que les valorisations ultérieures n'entraîneront pas de dilution excessive de leur part. Clause de liquidité. Donc, s'assurer que la société a suffisamment de fonds, introduction en bourse, changement de contrôle. Tout ça n'est pas nécessaire la plupart de ces clauses ne sont pas nécessaires dans le cadre d'une transmission. On va surtout essayer de bloquer la situation pour s'assurer que les anciens et les nouveaux restent dans la droite ligne de ce qui sont fixés, c'est-à-dire transférer l'entreprise. Ensuite, les clauses relatives aux personnes clés. Ça, c'est fondamental dans une transmission d'entreprise. Déterminer en amont quels sont les actifs de l'entreprise. Et même si je parle avec des mots de comptable, en utilisant le terme actif à dessein, un des éléments fondamentaux des entreprises, selon le type d'activité de l'entreprise, et souvent les personnes. À Luxembourg, il y a beaucoup d'entreprises de services et on sait que dans les entreprises de services, souvent un des actifs, si ce n'est pas l'actif principal de ces entreprises, ce sont les hommes et les femmes qui y travaillent. Et donc, il va falloir, dans le cadre d'une transmission d'entreprise, réussir à rassurer, à donner de la confiance à ces gens-là pour qu'ils restent dans l'entreprise. Et donc, on va déterminer, alors là, on a écrit les clauses d'exclusivité, donc concurrence, good liver, bad liver, ça concerne plutôt les dirigeants. S'assurer que le vendeur ne va pas monter une entreprise derrière qui fait immédiatement concurrence, l'exclusivité des négociations, good liver, bad liver, si les dirigeants restent en place, il faut s'assurer que tout se passe bien et si jamais ça se passait mal, bien, il faut être capable de mettre un terme et de sortir ces personnes avec qui ça se passe mal, mais dans des conditions y compris permettre de racheter leurs actions et donc on va déterminer des prix différents selon que la personne part parce qu'elle est en retraite, parce qu'elle a atteint le moment où c'était prévu qu'elle parte, parce qu'elle est tombée malade, etc. Donc des choses qui sont dites de bonne foi. De la situation du bad liver, ce serait par exemple celui qui a violé le pacte en installant sur le trottoir en face une entreprise concurrente. Donc celui-là, les acheteurs vont le sortir évidemment, mais ils vont exercer une décote sur la valeur de ces actions. En plus de ça, dans les clauses relatives aux personnes, on va parfois réfléchir à mettre en place des packages pour le personnel, pour essayer de les conserver dans l'entreprise, de leur donner envie de rester avec la nouvelle impulsion ou l'impulsion différente qui va venir des repreneurs. Donc ça, c'est également le troisième groupe de clauses qu'on voit. Et le dernier, ce sont les clauses générales, qui sont les clauses de définition, adhésion, si jamais à un moment, pour une raison X ou Y, de nouveaux actionnaires devaient entrer, prépondérance du pacte par rapport au statut, Jean-Philippe en a parlé, ça c'est important. Le pacte prévaudra sur les statuts à l'intérieur de ceux qui ont signé ce pacte, donc c'est cette notion d'opposabilité aux signataires. Ensuite, les déclarations et garanties, ça, on peut en mettre dans le pacte d'actionnaires, mais souvent, ce sera plutôt dans le contrat de vente des actions, loi applicable et compétences, etc. Alors, je cède la parole à Jean-Philippe pour… Alors, merci Renaud, mais tu as déjà détaillé toutes ces clauses. Donc, la plupart, donc je vais pas forcément les reprendre, je vais juste les compléter. Tu as été assez exhaustif au niveau des clauses. Donc, comme l'a dit Renaud, dans le cadre d'un transfert d'entreprise, il y a surtout deux grandes familles de clauses à respecter en termes de gestion d'entreprise, en termes d'actionnariat. Donc, il a parlé des matières réservées avec donc un système, par exemple, comme il l'a dit, de matières importantes qui vont peut-être être par principe et de nature de la compétence du conseil d'administration ou du conseil de gérance, mais on va demander l'autorisation préalable des actionnaires, respectivement leur autorisation. Donc, je ne vais pas trop forcément re-rentrer dans le détail. Il a parlé également de la nomination avec la possibilité de classifier, faire des gérants ou des administrateurs A, des gérants ou des administrateurs B, et de faire le distinguo entre des actionnaires actifs et passifs, qui va les nommer, comment, via une liste, etc., etc. Donc, je vais juste essayer de compléter. On peut aussi rajouter, surtout en termes d'actionnariat, une clause sur les droits financiers. Par exemple, quand vous avez vous approuvez vos comptes, jusqu'à un certain montant,
pour distribuer un dividende, il faut une majorité X et en dessous, il faut une autre majorité, etc., etc. Prévoir aussi ce qui est important pour préserver la notion, par exemple, d'intitulé personnel qui peut exister en période de cohabitation, une clause sur le nantissement des actions et des parts sociales détenues. Pour éviter qu'un de vos partenaires, actionnaires et associés, nantisse ses parts et ses actions et vous vous retrouvez en cas celui qui bénéficie de ce nantissement se retrouve actionnaire au lieu et place de votre co-contractant initial. Donc ça, c'est important. On pourrait rajouter, même qu'il y ait une clause usuelle et générale, la clause sur la nullité. Alors, on en a parlé initialement en disant que le pacte d'actionnaires est régi par le droit des contrats, et donc, à ce titre, il peut y avoir le vice du consentement, mais aussi les nullités. Et si vous avez une clause, par exemple, qui est nulle, illicite, etc., ou contraire à l'ordre public, il ne faut pas que ça engendre la nullité de l'intégralité du pacte. Donc, souvent, on va mettre des clauses type qui dit, voilà, si une clause est nulle ou illicite, celle-ci n'entraîne pas la nullité des autres clauses qui restent applicables entre les parties. Et on pourrait même rajouter peut-être une petite phrase en disant que les actionnaires ou les parties à la convention s'engagent à remplacer de bonne foi cette clause dans l'esprit du pacte, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que tu avais vu également, Renaud, la procédure et les clauses de drague-longue, de tag-longue. Donc, je vais pas plus développer par rapport à ça. Sur le capital, tu en avais également parlé. Donc, je pense qu'on peut passer directement au step suivant. Alors, juste pour revenir là-dessus, donc ce qui est très important dans le cadre du transfert d'une entreprise, ce sont les clauses liées à la coexistence que Jean-Philippe vient de rappeler. Déterminer la fonction des uns et des autres, rôle opérationnel, tactique ou stratégique, c'est de déterminer si les membres du conseil d'administration, essentiellement sortants, sont dans le conseil d'administration pour garder une part active dans l'entreprise. Ça doit être clair au moment de la discussion parce que ça crée souvent en pratique des frustrations de part et d'autre. Ou alors, si au contraire, on attend d'eux un rôle tactique, c'est-à-dire une vision à brève échéance, à 6 mois, 1 an, ou alors une vision stratégique, c'est-à-dire qu'on attend d'eux qu'ils soient capables de continuer et d'accompagner les nouveaux dirigeants sur une durée plus longue pour envisager l'avenir à 5 ans, par exemple. Donc, la fonction de ces dirigeants est importante. L'actionnariat, on l'a vu. Ensuite, en plus des clauses liées à la coexistence, viennent les clauses liées au prix. Alors, les clauses liées au prix, on les trouvera évidemment, la méthodologie de calcul du prix, elle sera dans le contrat de vente de la société, pas dans le pacte d'actionnaires, mais néanmoins, les choix des méthodologies qu'on va prendre auront une influence sur le pacte d'actionnaires. Donc, ce slide a vocation simplement à rappeler les 3 méthodologies, théoriques principales qui existent, et à partir desquelles on va faire des mix, et il y a plein de méthodologies de valorisation qui existent, mais disons que la base, c'est toujours ces trois éléments. Soit on fait une valorisation patrimoniale, donc on se base sur la valeur bilantaire de l'entreprise, donc très schématiquement, ça se résume aux actifs moins les passifs. Typiquement, ça va être une valorisation qu'on va plus appliquer dans l'industrie. Si vous avez une entreprise qui détient des mines de diamants, ce qui vaudra de l'argent dans l'entreprise, ce sont ses actifs, c'est la valorisation de ces mines de diamants, qui détient des stocks, qui détient des appareillages lourds et onéreux. Après, pour d'autres types d'industries, on va plutôt appliquer la méthode comparative. Donc, c'est une comparaison avec des entreprises similaires en termes de géographie, en termes d'activité, en termes de secteur, de clientèle, etc. Là, une des méthodes classiques, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, c'est le multiple d'EBITDA, donc c'est le profit de l'entreprise avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement. Et donc, on va déterminer, on va dire, voilà, l'entreprise réalise un EBITDA annuel de temps sur les 3 dernières années, et le prix, ce sera un multiple de cet EBITDA. Ça, c'est la méthode par comparaison. La dernière méthode, c'est le flux de trésorerie, c'est l'anticipation des revenus futurs. Donc là, c'est une méthodologie qui est plus, d'un point de vue mathématique, disons, qui est plus aléatoire.
C'est ce qui a permis à des entreprises c'est ce qui permet aujourd'hui, sur base de la valeur de marché, mais de cette méthode de valorisation, de valoriser des entreprises qui n'ont que peu de chiffre d'affaires et peu de valeur patrimoniale à des sommes absolument incroyables. Je pense par exemple à Tesla, qui a une valorisation largement supérieure à Volkswagen ou Peugeot ou Renault, alors qu'en termes d'actifs immobilisés, et même de valeur patrimoniale, on est bien en dessous. Donc voilà, selon qu'on utilise l'une ou l'autre de ces méthodes, eh bien, ça va impacter quand même la rédaction du pacte d'actionnaires. Alors, une fois qu'on a déterminé la valorisation, vient la question du prix. Donc, selon la valorisation, évidemment, on arrive à un chiffre. Maintenant, pour se placer dans l'intérêt, dans la situation du pacte d'actionnaires, il faut déterminer dans quelle hypothèse on se situe. Première hypothèse, on vend toutes les actions et on les paye au closing. C'est ce que je disais à un moment en introduction. Dans ce cas-là, le pacte n'est nécessaire que si on envisage une cohabitation sur d'autres aspects. Ce ne sera pas sur une problématique de propriété des actions. On peut quand même demander aux dirigeants de rester, aux anciens dirigeants ou aux anciens actionnaires de rester au conseil d'administration, de rester salariés. Et tout ça, ce sera dans l'optique de transférer, d'assurer une bonne continuité pour le transfert de la clientèle. Alors, dans ce cas-là, le pacte se limitera plus ou moins à ça. Ensuite, l'hypothèse 2, qui est assez fréquente, doit être divisée en 3 sous-hypothèses. L'hypothèse 2, c'est on paye une partie du prix au closing, à la signature, au closing s'il y a des conditions suspensives, et une partie du prix est différée. Et là aussi, il y a différentes hypothèses qu'il faut envisager. Soit on vend toutes les actions à un prix qui est fixé, mais à ce moment-là, on détermine le paiement. Donc, je me situe au 1er janvier, j'ai 100 actions, je dis que chaque action vaut 1 000 €, donc je dois payer 100 000 €. Eh bien, ces 100 000 €, j'en paierai peut-être la moitié le 1er janvier, j'en paierai 25% le 1er janvier de l'année suivante et 25% de l'année suivante encore. Donc, dans ce cas-là, le prix ne va pas changer et donc le pacte permettra peut-être de réfléchir aux garanties qui pourront être données côté vendeur pour être sûr que le paiement interviendra, aux questions éventuellement d'absence de concurrents, de non-concurrence, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses qui pourront dans ce cas-là être réglées dans le contrat de vente ou alors dans un pacte. Ça dépendra. Il faudra aussi être vigilant si on est donc dans cette hypothèse qu'on appelle communément le crédit vendeur, au risque d'abus de biens social lié aux conditions de crédit. C'est-à-dire que quand un vendeur fait un crédit, une entreprise vendeur fait un crédit à un acheteur pour payer le prix de quelque chose, si ce crédit se fait sans intérêt, certaines juridictions vont considérer qu'il s'agit d'un abus de bien social. Et j'ai par exemple eu le cas de ce genre de discussion avec une opération où la société qui vendait et qui accordait ce crédit vendeur était une société française. Les avocats français ont immédiatement, alors que le crédit vendeur était prévu sur 7 jours, les avocats français ont dit il faut absolument prévoir un taux d'intérêt, parce que sinon on est dans une situation de potentiel abus de bien social. Donc il faudra analyser au cas par cas. Il peut y avoir un intérêt social à faire un crédit gratuit, mais il faudra être capable de le justifier. La deuxième hypothèse, on vend les actions de façon échelonnée à un prix fixe, et donc le paiement intervient à chaque exercice, à chaque vente. Donc pour reprendre mon exemple, j'ai 100 actions de 1 000 €. Au lieu de les vendre toutes au 1er janvier et de les payer sur des tranches successives, cette fois-ci, je vais en vendre que la moitié au 1er janvier, j'en vendrai 25% l'année suivante et encore 25% la deuxième année. Dans ce cas-là, le pacte est absolument indispensable parce qu'il va falloir gérer une cohabitation au niveau de l'actionnariat qui peut avoir des conséquences au niveau du choix dans le conseil d'administration. On pourrait se retrouver avec des obligations qui ne sont pas respectées et donc plutôt que de vendre à celui qui était censé les acheter dans le contrat initial, eh bien, en violation de ce contrat, on les vend à un tiers, etc., etc. Il faudra gérer la question des droits de vote, la question des dividendes, la question éventuellement d'une réévaluation du prix des actions au fil du temps. On a par exemple réalisé des opérations de vente en 2019
2018-2019 avec des paiements échelonnés qui avaient dans certains cas des réévaluations du prix, mais dans d'autres cas, il n'y en avait pas. Le Covid est arrivé. Vous imaginez bien que la valeur des entreprises, dans un certain nombre de cas, en a souffert. Dans un certain nombre d'autres cas, on a bénéficié. Je pense aux industries plus technologiques. Donc, la notion de réévaluation, quand on fait quelque chose d'échelonné dans le temps, c'est une question qui doit se poser. Selon les cas, les parties accepteront de réévaluer ou diront non, le prix il est fixe et on n'y touche plus. Peu importe, mais il faudra se poser la question. La dernière hypothèse, c'est celle d'une partie du prix qui est payée au closing et du prix différé. Donc, dans ce cas-là, pour reprendre mon hypothèse de base, j'ai toujours mes 100 actions d'une valeur de 1 000 €, eh bien, elles sont payées au closing. Donc, on est dans l'hypothèse 1 que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a une particularité, c'est qu'on prévoit un prix différé, un complément de prix différé, ce qu'on appelle communément l'earn-out. Alors, dans ce cas, l'earn-out, c'est de dire si l'entreprise continue à réaliser des profits sur la même lancée ou alors améliore encore ses performances financières dans les 1, 2, 3, 4 ans qui suivent la vente, à ce moment-là, le vendeur, en général, cette clause de earn-out est liée à ce que le vendeur s'assure de la bonne transmission de la clientèle et de la bonne transmission de l'équipe aussi clé de l'entreprise, donc de ce qui vaut de l'argent et de ce qui a de la valeur dans l'entreprise. Eh bien, en échange, il bénéficiera de cette clause de earn-out. Donc là, encore une fois, le pacte est absolument indispensable parce qu'il va falloir gérer les modalités dans lesquelles les vendeurs continuent à organiser, à interagir avec l'entreprise, mais aussi à interagir avec les clients, parce que c'est à double tranchant. Si la cohabitation se passe bien, c'est bénéfice pour tout le monde. Par contre, il y a aussi, comme il y a un accès direct aux uns et aux autres, il y a la possibilité d'être extrêmement nuisible à l'intérieur d'une entreprise si les choses se passent mal. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer dans le pacte. Deuxième aspect, pour celui qui doit recevoir l'earn-out, dans la mesure où son earn-out va être calculé sur les résultats de l'entreprise, il a intérêt à ce que les nouveaux actionnaires fassent le maximum pour que les profits de l'entreprise continuent à grimper. Et c'est là où il y a souvent des difficultés, c'est que les repreneurs, eux, vont avoir tendance à essayer, pour la période concernée, à minimiser les résultats, soit à les reporter, soit même, on a déjà vu ça, à créer des entreprises parallèles qui vont détourner une partie du chiffre d'affaires pour que celle qui a été rachetée ne rentre pas dans les seuils et n'aboutissent pas au paiement de l'earn-out. Et donc, il va falloir que le vendeur, pour assurer son earn-out, mette en place un certain nombre de seuils qui garantissent que les nouveaux dirigeants, les nouveaux propriétaires de l'entreprise mettent suffisamment d'argent, investissent suffisamment, développent suffisamment l'entreprise pour permettre de réaliser les seuils financiers requis qui entraîneront le paiement de l'earn-out. Donc ça aussi, c'est la question des moyens donnés à la CIB pour remplir ses objectifs financiers. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra gérer dans le pacte. Alors, merci Renaud pour ces explications. Donc là, on va passer sur l'inexécution contractuelle parce que vous vous en doutez, dans un contrat, que ce soit un pacte ou un autre, des fois ça se passe bien et des fois ça se passe mal. Donc, dans un pacte, vous aurez bien sûr des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire, qui par principe donnent droit à des dommages-intérêts en cas d'inexécution. La question se pose, résolution pour une exécution, est-ce possible? Elle n'est pas de droit, il faut la demander en justice. Donc attention, pas possible, il n'est pas possible de demander à la fois l'exécution forcée et la résolution du contrat. Le juge a un contrôle a priori, il n'y a que dans un certain cas où la résolution unilatérale pourra être possible avec un contrôle a posteriori du juge. Bon, là, c'est un critère de gravité au niveau du comportement, de la partie défaillante. Donc, l'exécution forcée. Donc là, on renvoie stricto sensu aux dispositions du Code civil qui régissent le droit des contrats. Donc, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec des dommages et intérêts. Il peut arriver que l'exécution forcée soit possible et il est souvent dans la pratique pas possible de demander une exécution
forcée et bien entendu quand c'est une obligation de ne pas faire. Clause pénale, comme on l'a dit au départ, bien sûr, on peut inclure des clauses pénales. Elles sont sous l'appréciation souveraine des juges du fond. Elles pourront potentiellement être réduites, mais il est bien de les insérer parce que ça a un côté aussi dissuasif par rapport aux co-contractants du pacte. Voilà sur cette partie-là. Renaud, tu voulais sûrement prendre la parole sur la clause de non-concurrence. Alors effectivement, les clauses de non-concurrence dans les pactes, c'est un sujet juridique assez pointu depuis de longues années. Est-ce qu'une clause de non-concurrence qui s'applique à un actionnaire qui est également salarié de la cible est valide ou est nulle? Historiquement, les clauses de non-concurrence pour les salariés ont des conditions de validité qui sont très strictes et qui aboutissent à ce que il y a quand même un nombre d'hypothèses assez fréquentes dans lesquelles les clauses de non-concurrence qui peuvent être intégrées dans des contrats de travail ont une validité plus que douteuse. Se posait donc la question d'une telle clause à l'intérieur d'un pacte d'actionnaires. Et on a eu un cas qui s'est posé comme ça, qui est un dossier qui a duré 6 ans en justice, d'un contrat que nous avions rédigé dans lequel nous avions mis une clause de non-concurrence à un actionnaire sortant. Au début de toute l'histoire, un certain nombre d'avis juridiques, enfin tous les avis juridiques qu'on recevait disaient cette clause est nulle et ne tiendra pas. Au bout de 6 ans, cette clause, la validité de cette clause a été confirmée en première instance, confirmée en cour d'appel. Il y a même eu un recours en cassation qui a été déclaré irrecevable, donc tout a été confirmé. Par contre, la rédaction d'une clause de concurrence, et c'est là en fait l'enseignement qu'il faut tirer de cette longue expérience, la rédaction de la clause de non-concurrence à l'intérieur d'un pacte d'actionnaires doit être très très précise parce que le risque de nullité, il existe, il est extrêmement important, mais si c'est bien rédigé, eh bien, les actionnaires qui vont acquérir l'entreprise peuvent intégrer une telle clause et ainsi éviter que le vendeur, demain, relance une activité qui soit directement ou indirectement concurrente à celle qu'ils ont vendue et qui, évidemment, aurait pour effet de faire baisser la valeur de la société reprise. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire. Donc, pour résumer en un instant, et ensuite on prendra les questions qui ont été posées. Le pacte d'actionnaires, c'est un outil qui est important à partir du moment où on est deux dans une entreprise. Dans le cadre d'une transmission d'entreprise, c'est un document qui est essentiel selon le type de transmission qu'on veut réaliser et selon la période de cohabitation dans laquelle on va se trouver entre les vendeurs et les acheteurs. Donc la rédaction de ce pacte, c'est pas quelque chose de neutre, c'est pas quelque chose de standard, et donc c'est quelque chose qui va nécessiter, comme Jean-Philippe le disait tout à l'heure, une réflexion en amont, et cette réflexion en amont aboutira à ce que les clauses nécessaires soient indiquées. Le but étant de ne pas faire des documents qui soient trop longs, qui soient trop complexes et qui soient difficiles à appliquer en pratique par la suite. Alors, on va prendre les questions. Moi, je voulais juste rajouter par rapport pour étayer tes propos, et on peut prendre un exemple. Par exemple, on avait parlé des clauses d'accessibilité, et parfois, on prévoit aussi des clauses de transfert autorisé quand vous avez un actionnaire ou un associé personne physique qui souhaite passer par un véhicule, style une holding, il va transférer donc les actions qui détiennent la société à ce véhicule. Alors, on dit, bah oui, il a le droit de le faire, mais il faut aller plus loin, dire, OK, il a le droit de le faire, mais il faut qu'il s'engage également pendant la durée du pacte à contrôler à 100% ou à détenir à 100% la société. Puisque s'il fait rentrer d'autres personnes, vous allez vous retrouver avec un actionnaire qui est passé par une personne morale, mais qui n'est plus réellement l'actionnaire personne physique au sens strict du terme, parce qu'il va peut-être avoir des autres actionnaires à côté. Donc, vous voyez, il faut vraiment pouvoir anticiper, comme le disait Renaud, surtout dans le cadre d'une transmission d'entreprise, les problématiques qui pourront générer en cas de conflit. Voilà, bah, j'ai ça, oui, il a le droit de le faire, mais qu'est-ce qui se passe après si jamais ses enfants rentrent, sa femme ou ses cousins, etc. Donc, il faut bien anticiper. C'est pour ça qu'il est important de bien réfléchir et de faire un contrat sur mesure par rapport à ça. Excuse-moi de t'avoir coupé, Renaud.
Alors, première question, quelle base ou raison est généralement prise en compte pour fixer la durée du pacte? Alors, si vous faites un pacte à durée indéterminée, tout contrat à durée indéterminée peut être résilié avec un préavis raisonnable. Donc, techniquement, vous signez le 1er janvier. Le préavis raisonnable, disons que si vous êtes à 3 à 6 mois, ce sera OK. 3 à 6 mois après, le pacte peut être résilié en toute légalité. Donc, vous avez, c'est indispensable même de mettre des durées limitées. Ensuite, la deuxième contrainte, c'est que si vous mettez des durées trop longues, il y a eu des jurisprudences dans le passé qui considéraient qu'une durée trop longue équivalait à un contrat à durée indéterminée, en fait, parce que la durée est trop longue pour être raisonnable. Et ils ont ramené ce qui était un contrat à durée trop longue, ils l'ont qualifié de contrat à durée indéterminée, résiliable avec un préavis raisonnable de 3 à 6 mois. Donc, ce qui est généralement appliqué en pratique et qui tient devant les juridictions, c'est des durées de 5 à 10 ans, renouvelables, le cas échéant. Voilà, ce sont les éléments qu'on prend en compte pour fixer la durée du pacte. Maintenant, dans le cadre d'une transmission, ça peut être plus court. Ça va dépendre effectivement de la durée de cohabitation que les gens souhaitent. Exact. Alors, il y avait une question, pourquoi des coûts financiers importants? Donc, c'est peut-être de ma faute. J'ai peut-être employé important. Ce que je voulais dire, que par rapport à la rédaction standard de statut, le coût du conseil va être peut-être supérieur, puisque c'est des clauses spécifiques qui vont être faites sur mesure par rapport à l'activité, par rapport au contexte global de la société. Donc, généralement, le coût de rédaction d'un pacte est supérieur à la rédaction des statuts. Alors, important, ce n'est pas non plus excessif, mais il sera, à mon sens, supérieur. Alors, sans être bon marché, DSM reste extrêmement compétitif sur le marché pour ce genre de documents. Je confirme. Dans le cadre d'un pacte entre associés d'une même famille, la signature d'un associé mineur peut-elle être mise en cause dans le futur? Là, ce sont les règles classiques du Code civil. Le mineur ne peut pas se représenter lui-même. Donc, le mineur peut être représenté par ses représentants légaux. Donc, en général, ce sont ses parents. Donc, si vous souhaitez qu'un mineur soit engagé et donc qu'au moment où il devienne majeur, le contrat lui soit opposable, il va falloir faire signer ses représentants légaux. Et pour éviter tout débat, il faudra que ce soit le père et la mère, particulièrement s'il s'agit d'un acte d'administration. Et ainsi, ce mineur sera engagé. Maintenant, si un mineur signe le contrat lui-même, effectivement, il ne sera pas engagé parce qu'il n'a pas la capacité juridique à entrer dans un contrat. Pour une famille familiale qui ne veut pas ouvrir son capital, ne peut-on pas se limiter à une charte et une modification des statuts pour la gouvernance afin de ne pas multiplier les instruments? Alors, on peut tout imaginer, mais une charte, c'est un pacte. Donc, la manière dont vous allez le rédiger, vous pouvez l'appeler charte, vous pouvez l'appeler accord, vous pouvez l'appeler engagement, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. À la fin, s'il y a des choses qui disent je m'engage à faire ci et je m'engage à ne pas faire ça, c'est un contrat. Donc, typiquement, un contrat entre associés, on l'appelle de manière standard un pacte, mais vous pouvez l'appeler autrement. Après, vous pouvez aussi envisager de passer dans les statuts un certain nombre de choses pour les rendre opposables. C'est ce qui se fait, par exemple, souvent sur les clauses relatives au capital, avec des droits de préemption, parfois avec des dragues-langues ou des tagues-langues qui sont insérés, etc. Donc, tout est envisageable. Encore une fois, le pacte ne sera pas nécessairement très onéreux si vous arrivez à déterminer en amont et à limiter en amont ce qui est important pour vous et ne pas le surcharger. Il faut que vos conseils soient capables de ne pas mettre ce qu'ils mettent toujours dans un pacte parce qu'ils ont l'habitude de le mettre dans un pacte et qui ne sera pas nécessaire dans votre situation, mais bien à se limiter à ce qui est nécessaire. La culture du droit civil nous amène à savoir que beaucoup de choses sont dans le Code civil et qu'il n'est pas toujours nécessaire de les rappeler dans les contrats. À Luxembourg, il y a une forte présence de cabinets anglo-saxons qui ont une culture anglo-saxonne et dans ces cas-là, on fait des contrats qui sont beaucoup plus longs. Nous, on essaie de faire les contrats les plus courts, les plus clairs possibles et de se baser sur le Code civil pour les raisons qu'on vient d'exposer. Peut-on figer le début de la société des actions? Oui, je voulais lire une autre question. Vas-y, je te laisse répondre à cette question. C'est le prix des actions, c'est pas dans le pacte qu'on va le fixer, c'est dans le contrat de vente. Et donc, oui, en général, soit on le fixe,
ce qui est important pour que la vente soit valide, il faut que le prix soit déterminé, soit déterminable. Donc, soit vous mettez un chiffre, soit vous mettez une méthodologie objective et claire qui permet de déterminer sans doute la valeur du prix. À partir du moment où le prix n'est plus déterminable, il n'y a pas vente. Donc, c'est un élément de risque extrêmement important. Alors, question, si dans le pacte, il y a des matières réservées, mais que le pacte n'a pas été signé par l'entreprise, que se passe-t-il? Très bonne question. Et je pense qu'on avait omis, enfin, j'ai omis, et j'en suis désolé, pour l'inopposabilité et donc de surcroît l'opposabilité, il est recommandé de faire signer la société et de faire comparaître, excusez-moi, la société au pacte, soit en présence, soit en tant que partie, pour que justement les dispositions du dit pacte lui soient opposables. Par principe, il est la règle de mettre la société dedans. Parfois, il peut arriver quand le pacte est surtout entre quelques actionnaires, des majoritaires essentiellement, qu'on ne veut pas que la société soit dedans pour des questions de confidentialité. Mais dans la pratique, et la majeure, le 1, 2, 3, je vais y arriver, dans la majeure partie du temps, on met la société dans le pacte. Alors, il y a une question sur le changement d'actionnaire au niveau des holdings. Donc, effectivement, ce sont les clauses de changement de direction. Ce qu'on va mettre dans un pacte pour s'assurer que tout le monde, effectivement, si l'acheteur est une société A et que l'intuitu personné du contrat, donc la personne des acheteurs est importante, il faut se prémunir d'une vente au niveau supérieur, c'est-à-dire que la société partie au contrat reste la même, mais on vend la structure au-dessus et à la fin, ce sont quand même plus les mêmes personnes. En fait, dans le pacte, on va prévoir des clauses de changement de direction qui sont applicables au niveau des sociétés qui signent, mais également au niveau des sociétés supérieures. Et à ce moment-là, il y a une obligation de discloser les changements avec un certain nombre de conséquences mécaniques qui vont être applicables. Ensuite, est-ce que le pacte doit respecter un équilibre entre les parties ou peut-il être à l'avantage d'une seule d'entre elles sans remettre en cause sa validité? Le cas échéant, comment s'assurer d'un tel équilibre? Vous savez, la problématique de l'équilibre entre les contrats et entre les parties, c'est une problématique qui existe depuis 500 ans. C'est une problématique que le droit du travail, le législateur a pris en main, en particulier dans le droit du travail et en particulier dans le droit de la consommation, en fixant dans la loi un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être trop déséquilibrées dans les relations de travail et dans les relations entre professionnels et consommateurs. En dehors de ça, et typiquement dans le cadre d'une reprise d'entreprise, vous êtes libre de faire un contrat déséquilibré. Il y a des gens qui vont vendre des entreprises 1 euro, le couteau sous la gorge, dans des contrats qui sont absolument complètement déséquilibrés, mais voilà, ils n'ont pas forcément le choix. Donc là, on est dans la situation typique de la liberté des parties, y compris dans le fait d'être dans une situation déséquilibrée. Quand c'est trop déséquilibré, ce que le concept de liberté des parties dit, c'est vous ne signez pas si vous considérez que ça ne vous convient pas. Il y aura toujours le respect des clauses léonines également. Après, il y a un certain nombre de clauses d'ordre public, etc. Mais quand on parle d'équilibre par exemple sur un prix, sur des choses un peu particulières, c'est la liberté des parties qui, la plupart du temps, s'appliquera. La répartition des dividendes peut-elle se faire via le pourcentage du pacte et non des statuts? Alors, j'espère que je comprends bien la question. Souvent, dans les statuts, il n'y a pas de référence à un pourcentage. On dit, voilà, l'Assemblée décide de distribuer un dividende ou un acompte sur dividende. Donc, par rapport au nombre d'actions qui est détenu. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que vous avez le droit, parce que vous détenez 50% des actions, à recevoir 50% du dividende. Donc, si la question est la suivante, oui, il y a une possibilité de déroger, mais par consentement unanime des actionnaires, d'ailleurs, même dans une délibération de l'Assemblée générale. Ça ne doit pas forcément figurer dans le pacte. Alors après, souvent dans le pacte, ce qu'on va mettre, c'est plutôt selon la volonté de l'actionnariat. Est-ce que l'actionnaire est l'investisseur? Est-ce que c'est celui qui transmet? Est-ce qu'il a besoin de recevoir, parce que c'est une société qui va générer beaucoup de profits, par exemple, est-ce qu'il a besoin de recevoir un certain type de dividende? Donc, on va dire, voilà, le dividende net, le profit net à distribuer, automatiquement, il doit être
de 70. Et si vous allez en dessous, il faut une majorité qualifiée pour décider, etc., etc. Ou à l'inverse. Donc, ouais, le pacte va plutôt gérer cet aspect du volume, de ce qu'on peut distribuer, comment, etc., etc. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors voilà, on arrive au terme de ce webinaire. On a plus ou moins respecté le timing qui nous était imparti. Pour résumer, le pacte est nécessaire à partir du moment où vous êtes deux dans une entreprise. Il n'est pas indispensable, hein. Vous pouvez parfaitement vivre sans pacte et en vous contentant de ce qui est dans les statuts et de ce qui est prévu par la loi. Maintenant, s'il y a des choses un peu particulières en termes de détention d'actions, en termes de direction, en termes de financement, etc., enfin, vous avez la liste dans cette présentation. À ce moment-là, il est préférable de fixer par écrit les principes, y compris, c'est peut-être là-dessus que je vais conclure, y compris les principes soft, c'est-à-dire les principes non liants, parce que quand il y a un litige entre actionnaires au bout d'un certain nombre d'années, ce qui a été écrit, même si ce n'est pas liant, a été écrit. Et donc, on peut s'y référer quand même. Une obligation de moyens reste une obligation de moyens. Si elle n'a pas été remplie, c'est pas forcément, ça n'ouvrira pas forcément droit à une indemnisation, mais pourtant, ça a quand même été écrit qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, ce document va servir au fil du temps permettra au fil du temps aux associés de se rappeler simplement l'état d'esprit dans lequel ils étaient au moment de l'entrée dans le partenariat. Donc le pacte est nécessaire dans le cadre d'une transmission d'entreprise, premièrement pour gérer la situation entre les vendeurs et les acheteurs, mais ensuite au fil du temps, évidemment, quand vous avez des acheteurs qui sont plusieurs, c'est également nécessaire, mais ce n'était pas l'objet de cette présentation aujourd'hui, parce que du coup, il y aura d'autres clauses qui vont devoir être mises en avant dans le cadre d'une coexistence à plus long terme. Voilà. Un grand merci pour votre participation et je laisse le mot de la fin à Jean-Philippe. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous a appris certaines choses. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Comme l'a dit Renaud, on a une certaine expertise, expérience en la matière. Je tenais également à remercier en interne Maxime qui nous a aidé à préparer ce webinaire et aussi à Lucas Gomez, notre confrère, qui nous a également aidé à préparer les slides. Donc, merci à eux deux. Merci de votre présence. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour un nouveau webinaire de DSM. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, partager. J'espère que les réponses à vos questions ont été satisfaisantes. Et puis, vous savez où on est, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.